Donc bonjour, comme l'a dit Leslie, je suis Mehdi Randé, je suis ingénieur R&D chez Bluemind et je travaille dans l'équipe front-end, l'équipe qui s'occupe des applications web. Je vais vous présenter ici une application dont vous a un peu parlé Sylvain dans sa présentation de ce matin, les signatures d'entreprise. C'est une fonctionnalité qui est arrivée en cours de la 3.5. Alors qu'est-ce que c'est qu'une signature, d'entreprise? Une signature, c'est tout simplement ce petit bout de texte avec éventuellement un logo que vous allez avoir en bas de vos emails qui va présenter quel est l'émetteur du message. Alors pourquoi est-ce que Bluemind a développé cette fonctionnalité qui va venir permettre de contrôler les signatures en bas des messages? Alors la messagerie, ça a dû être dit déjà ce matin, ça sera certainement redit tout au long de la journée, c'est l'outil numéro 1 de communication pour les entreprises. Ça, autant au niveau de la communication interne que de la communication externe. Et c'est le numéro 1, autant en termes de volume que de nombre d'utilisateurs. C'est par le mail que va passer la première image que donne l'entreprise avec les personnes avec qui il communique. Dans un mail, la signature, c'est vraiment l'endroit où on va positionner l'identité de l'entreprise. Que ce soit pour positionner tout simplement le logo de l'entreprise. Ça va être aussi l'endroit où peut-être que votre service communication va vouloir poser des promotions. Bluemind Summit, si vous avez reçu quelques mails de Bluemind ces derniers temps, vous avez vu que dans notre signature, on a un petit logo Bluemind Summit. Et elle est présente dans tous les messages que vous allez envoyer, que vos collaborateurs vont envoyer. Et pourtant, le contrôle de cette signature est un sujet complexe et qui, dans la plupart des produits concurrents, n'existe que sous forme d'outils externes. Alors comment est-ce que justement ces produits vont venir essayer de contrôler cette signature? On a fait un peu une étude de ce qui existait à côté pour voir comment les outils venaient essayer de contrôler cette signature. On a en gros deux solutions qui existent. On a une première qui veut poser un plugin dans les clients. Alors ça, Thomas vous l'a expliqué juste tout à l'heure, le problème de venir modifier le client, ce sont tous les problèmes de amener un peu une verrue sur votre client. Ça va être des interfaces qui vont être spécifiques, ça va être des questions de déploiement, des questions de support, et puis vous avez un parc de clients qui sont souvent très hétérogènes. On va avoir par exemple le webmail, Thunderbird, Outlook qui vont être assez maîtrisés, mais par exemple le client mobile, on a beaucoup de mal à venir installer un plugin sur les clients mobiles. On va venir amener une application supplémentaire. Quid de Apple, quid d'évolution pour vraiment les parcs les plus hétérogènes. La deuxième possibilité, qui est un peu plus pérenne et un peu plus simple à maintenir pour vos administrateurs système, ça va être de venir contrôler directement le mail au moment où il passe dans votre ensemble de serveurs. Cependant, un mail, et encore une fois vous l'avez vu pendant la présentation de Thomas, c'est un objet extrêmement complexe. Il est fait d'énormément de propriétés. Et venir modifier ce message pour venir lui rajouter une signature qui peut être composée d'un message texte, parfois HTML, avec des images, avec une mise en forme complexe, eh bien, c'est un sujet qui peut avoir non seulement des impacts sur les performances de l'outil, mais tout simplement, ça peut être quelque chose qui n'est pas faisable, et du coup, vous êtes cantonné à une signature assez basique. La dernière question qu'on a eu à aborder quand on a étudié cette fonctionnalité, c'est qui est-ce qui est concerné par cette fonctionnalité? Lorsqu'on parle de contrôle de flux de mail, on pense à l'administrateur système, on pense à l'administration du système. C'est lui qui va venir dire quelles sont les règles d'anti-spam qu'on met en place, qui va donner les accès à votre messagerie, c'est lui qui va venir contrôler ce flux. Mais par contre, la maîtrise de l'image, ça c'est plutôt le sujet de la communication. C'est elle qui va vouloir venir positionner tout le logotype de votre entreprise en bas des mails des collaborateurs. Le résultat, pour nous, ça a été cette application qu'on a réalisée en partenariat avec la CMS, qui est ici présente, que je remercie encore une fois de nous avoir beaucoup aidé, autant au niveau de la spécification du logiciel, de cette fonctionnalité, que des tests de validation et que de la bonne aptitude à répondre aux besoins des utilisateurs. Donc on a décidé d'intégrer d'abord ce produit à la suite Bluemind. C'est vraiment notre politique d'avoir une couverture fonctionnelle complète dans Bluemind. On ne veut pas avoir à rajouter des plugins pour des fonctionnalités qui sont aussi centrales dans le produit. C'est vraiment notre métier d'éditeur de porter ce rôle-là. Comment? Eh bien,
sur les deux solutions qui étaient proposées, celle qui nous paraissait la mieux à mettre en place, c'était vraiment de se placer au cœur du produit, au cœur de notre serveur, au plus près du logiciel et à l'endroit où les mails passent, où on est le plus proche pour les traiter, où on va avoir le moins de latence possible pour venir modifier le mail. Donc c'est vraiment au moment où le mail est envoyé en SMTP, donc via ce flux d'envoi de mail, qu'on va venir intercepter le mail, le modifier en profondeur à un endroit où on l'a déjà décomposé pour venir rajouter cette signature. Et en funky, on avait vraiment deux populations avec des besoins extrêmement distincts qui pouvaient venir administrer ces mails. La solution qu'on a trouvée pour répondre à ces deux besoins, plutôt que de faire une seule application qui viendrait peut-être répondre partiellement que aux besoins de certains de ces acteurs, c'est de réaliser deux applications. Une première pour les administrateurs qui va être dans la console d'administration, qui est l'administration web de Bluemind, qui va être complexe avec proposer des règles de gestion de flux extrêmement complexes, un système d'action pluggable. Donc là actuellement, par exemple, on va dire je veux rajouter une signature, mais on va aussi pouvoir dire, eh bien, par exemple, je veux rajouter un module qui vient supprimer un mail en fonction de certaines règles, qui va venir dire je veux que ce mail n'aille pas finalement à ce destinataire, mais plutôt à une autre en fonction de certaines règles. Et une deuxième à destination de la communication, qui elle va être beaucoup plus ergonomique, avec une gestion des règles beaucoup plus simple, mais plus axée justement sur la réalisation de la signature. Donc c'est cette deuxième application que je vais vous montrer. Donc, voici cette application. Donc, comme vous pouvez le constater, elle vient s'intégrer directement dans le menu de Bluemind. En fait, on vient, au niveau de l'administration, rajouter un droit à un groupe d'utilisateurs, par exemple notre pôle marketing, ou alors votre service communication. Et il va venir avoir cette nouvelle entrée de menu qui va venir lui permettre de réaliser les signatures. Donc ensuite, on voit la liste des signatures qui ont été configurées, avec le nom de la signature, est-ce qu'actuellement elle est active ou non, quelles sont les règles qui sont mises en place sur l'expéditeur, ici l'expéditeur ne doit pas faire partie de ces groupes-là, et enfin, quels sont les destinataires qui vont être ciblés. Par exemple ici, uniquement les mails qui sont à destination de l'interne vont être ciblés par cette règle. On va avoir ici un autre cas intéressant qui est que on a la règle qui concerne le Bluemind Submit qui est active que pour une période de temps. Donc à partir de ce soir, normalement, Leslie, elle va se désactiver automatiquement. Et vous voyez que vous avez toute une liste de règles qui existent. Chacune de ces règles va présenter une signature, la signature interne en premier, ensuite celle du Bluemind Submit, une signature pour les commerciaux, etc. La première règle qui va venir correspondre au mail qui passe sur le flux va être celle qui va être appliquée. Et enfin, vous avez une dernière règle tout en bas qui correspond à tous les autres mails et qui va pouvoir matcher tout le monde. Bon, évidemment, on peut venir réordonner tout ça. Tout en bas, vous avez une signature un peu particulière qui est le disclaimer. Le disclaimer, c'est une signature qui peut venir se rajouter en plus de la signature standard. Ça va être typiquement pour penser à la planète, n'imprimez pas ce mail. Ce mail est confidentiel, merci de ne pas le diffuser. Alors on va regarder une signature plus particulièrement, la signature support par exemple, qu'on va venir éditer. Donc voilà, on retrouve un peu les champs qu'on avait vus tout à l'heure avec, je viens modifier le champ, est-ce qu'elle est activée, mettre des règles sur l'expéditeur, l'expéditeur est membre de ce groupe, n'est pas membre, tous les expéditeurs. Pareil pour les destinataires, est-ce qu'on a au moins un destinataire externe, que des destinataires internes, tout le monde. Quelques options avancées, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Je veux une règle qui ne marche qu'à partir du 4 juin sur une période de temps. Voilà, jusqu'au 7 juin. Ou évidemment permanente. Là, il y a deux petites règles sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Je les mets de côté. Autoriser l'utilisateur à placer la signature et supprimer les occurrences précédentes. Je vous en parlerai juste après. Ce sont pour gérer des cas un peu particuliers justement sur les signatures. Enfin, ici, vous avez la partie qui va le plus concerner les personnes qui viennent sur cette application. Ça va être réaliser la signature. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici va être ce qui s'affiche. Donc voilà, je m'appelle Mehdi, je suis ingénieur R&D, je peux venir faire quelques petites
modifications assez simplement, des modifications HTML. Maintenant, je ne suis pas sûr que dans l'entreprise, tout le monde s'appelle vraiment Mehdi. Donc, on a la possibilité de venir mettre des variables, voilà, comme celle-ci, qui vont venir piocher l'information directement dans votre annuaire d'entreprise. Et l'expéditeur du mail, lorsque le mail va passer sur le flux, le logiciel va venir voir quel est l'expéditeur, récupérer la variable dans l'annuaire et venir le remplacer. Et je ne crois pas que tout le monde soit ingénieur R&D, à moins que Leslie ait changé de poste. Alors ici, on a un cas un peu particulier. Donc bon, là, sur la démo, je me suis un peu raté, j'ai fait une erreur, mais ça me permet aussi de... Alors là, voilà, vous avez la liste de l'ensemble de toutes les variables que vous avez. Vous voyez que y en a un certain nombre. Et là, du coup, on peut aussi voir qu'il est possible de faire un retour arrière. Voilà, parfait. Alors là, un cas un peu particulier. Je suis pas sûr que mon collaborateur ait un numéro de téléphone. Il y en a certains qui ont mis leur numéro de téléphone dans l'annuaire, pas tout le monde. Et avoir et mon numéro de téléphone et le vide, ça fait pas très très professionnel. Vous avez la possibilité de mettre des blocs conditionnels pour dire, eh bien, si il n'a pas de numéro de téléphone, cette ligne ne s'affichera pas. Donc j'enregistre ma signature d'entreprise. Je clique sur le petit bouton là-haut pour venir la tester. Et très rapidement, normalement, j'ai un mail qui vient dans ma messagerie pour me montrer quel est le résultat final. Alors là, voilà, on voit que eh ben voilà, je m'appelle bien Mehdi Randé. Alors je suis plus ingénieur R&D, maintenant je suis danseur étoile, visiblement. Ça me plaît aussi, ça me va bien. Je vous ferai un numéro de plaquette à la fin, par contre. Alors, sur les clients que l'on supporte, à savoir le webmail, Thunderbird et Outlook, vous avez cette petite fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur, au moment où il va saisir l'émetteur et le destinataire, prévisualiser la signature qui va être appliquée au mail. Donc ici, vous voyez, par exemple, je viens d'envoyer un mail vers l'interne, vu que je me l'envoie moi-même, on voit la première signature qui s'applique. Ici, j'en envoie un autre vers quelqu'un qui travaille à bluemind.net, je connais cette entreprise vaguement, et on voit que c'est la signature Submit qui vient s'appliquer. Alors maintenant, on va revenir sur les deux petites options dont je vous avais parlé tout à l'heure et que je vous avais dit de retenir. On a ce cas un peu particulier d'un collègue qui m'a envoyé un très long mail et auquel je fais une réponse relativement courte. Et on voit que pour aller venir lire ma signature, la personne à qui j'ai répondu, il est obligé d'aller tout en bas du mail pour pouvoir voir que je suis bien danseur étoile. Moi, en tant qu'utilisateur, ce que j'aurais bien aimé, ce serait que ma signature elle apparaisse plutôt ici. Donc vous avez cette première option qui est autoriser l'utilisateur à venir placer sa signature, qui va permettre à l'utilisateur de venir placer un marqueur, je sais pas pourquoi il y a ce rendu un peu bizarre, dans le mail. Donc il place ce marqueur, s'il n'est pas placé, la signature va s'insérer traditionnellement en bas. Si jamais le marqueur est placé, il va être remplacé par la signature de l'utilisateur. Dans le webmail, le placement de ce marqueur se fait automatiquement à l'emplacement où sa signature personnelle se serait placée normalement. Et le deuxième cas, c'était supprimer les occurrences précédentes de la signature. Voilà, on a ici un thread de message assez long, composé de réponses très très courtes. Et on voit que, au final, mon message, il est composé de 90% de signatures et de 10% d'informations essentielles. Et surtout, ce qu'on va constater et qui va vraiment être important pour votre récit, c'est que le poids de ce message est énorme. Pour 5 phrases, c'est énorme. Donc l'option dont je vous ai parlé, qui est supprimer les occurrences précédentes, elle va permettre, lorsque le flux de mail passe sur le serveur va venir détecter si jamais votre signature est déjà présente dans le message, et il va venir supprimer toutes les autres occurrences de votre signature dans le message. Et la première chose qu'on voit comme effet, c'est qu'au lieu d'être à 58 kg tout à l'heure, on n'est plus qu'à 17 kg. Et en effet, quand on regarde un peu dans le contenu, on voit que ma signature n'est plus présente qu'à un seul endroit. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelques questions le temps qu'on fasse l'échange de PC et Mac? Non? Tu as été hyper clair.
Ou intimidant, ou c'est tu ça. leur as fait peur. Ah, il y a plusieurs petites questions. Alors attendez, il y a 3 questions. On va commencer par les dames. Pas si intimidant que ça alors. Oui, une petite question. Est-ce que vous avez prévu dans un futur proche que cette proposition de signature d'entreprise soit personnalisable par l'utilisateur? Que cette proposition de signature d'entreprise soit personnalisable par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur... Et la main dessus. Alors, on a déjà quelque chose qui fonctionne comme ça, avec à l'aide d'un plugin qui a été développé par un partenaire à nous, qui vient en fait peupler les identités de l'utilisateur. C'est-à-dire que au niveau du webmail, de l'interface graphique de Bluemind, vous avez ce qu'on appelle les identités qui vont être les signatures personnelles de l'utilisateur sur laquelle il a la main. Et on va avoir un plugin qui va laisser la main à l'administrateur de venir pré-peupler ces signatures personnelles. Et après, l'utilisateur, il peut venir les modifier à sa guise. Donc voilà, ça c'est un peu là, on a un peu déjà cette fonctionnalité qui existe en dehors des signatures d'entreprise. Ouais. Une autre... Bonjour. Bonjour. J'ai une question donc, par rapport à la manière dont ça fonctionne. Donc, si j'ai bien compris, le système injecte la signature au niveau serveur, donc, voilà, par la solution Bluemind. Du coup, est-ce que ça ne rend pas incompatible ça avec les technologies d'encryption et de signature numérique? Alors oui, en effet, ce qui se passe, c'est que dès qu'un mail est chiffré, en fait, on ne va pas venir ajouter la signature d'entreprise pour ces raisons-là. Oui. La solution technique qui le permettrait, ce serait de dégrader la sécurité du message. Et ce qu'on ne veut pas faire, on priorise d'abord la sécurité du message. Si une personne a décidé de chiffrer son message, on ne vient pas rajouter la signature d'entreprise. Donc dernière question, juste un petit détail, c'est avec tous les paramétrages qui ont été présentés ici, savoir à partir de quelle version de Bluemind c'est disponible. Alors c'est déjà disponible dans les dernières versions 3.5 de Bluemind, 3.5.12 je crois ou 3.5.11. Oui, c'est disponible dans les dernières versions de Bluemind. Voilà. Avec tout le paramétrage conditionnel. Exactement, avec tout le paramétrage conditionnel que vous avez vu ici. Merci. Donc Mehdi sera également disponible à la pause si vous avez encore d'autres questions. Et encore merci à la CMS du coup qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation de cette application. La CMS qui va... Donc la CMS qui va intervenir aussi tout à l'heure en début d'après-midi, non, en milieu d'après-midi, pour vous présenter un cas client, donc son cas précis. Donc vous pourrez revoir, on reparlera des signatures à ce moment-là. Et là, Thomas reprend la parole pour vous parler d'une nouvelle feature aussi de la V4, qui est le monitoring. Rebonjour. Donc on vous a présenté deux choses qui sont du domaine des fonctionnalités pour l'utilisateur final, donc le support d'Outlook et la gestion des signatures pour le service communication. Mais dans Bluemind, on est bien conscient qu'une messagerie, c'est quelque chose de très critique et qu'il faut absolument qu'on facilite au maximum le travail aux administrateurs, aux exploitants et aux partenaires qui maintiennent la messagerie en condition. Donc oui, une messagerie, c'est particulièrement critique. Dès que la messagerie s'arrête de fonctionner, vous recevez plus de commandes, vous émettez plus de factures. Voilà, la criticité de la messagerie, on a une salle comble, donc je pense que vous la percevez à peu près. Par contre, c'est encore toujours difficile à superviser, savoir ce que ça fait. Et beaucoup de plantages viennent souvent de causes simples, de mauvaises anticipations. Et j'écris dans mon slide que beaucoup de plantages viennent encore d'un disque dur plein. J'aimerais que ce soit encore une blague faite pour des slides. On en a eu 4 sur les 2 dernières semaines sur des installs on-premise. Donc Bluemind, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on fait pour aider nos partenaires, nos intégrateurs et nos clients finaux à mieux surveiller leur messagerie? C'est ce que j'appelle la notion d'observabilité, c'est savoir ce que fait le logiciel. Donc on va vouloir donner cette visibilité tant au niveau système, donc les choses traditionnelles, la consommation en termes de ressources, la consommation en termes de disques, qu'au niveau usage. Le nombre de mails reçus, la taille moyenne des emails. Combien il y en a parmi vous qui savent combien vous stockez toutes les semaines en plus dans votre messagerie? Vous pouvez lever la main. C'est ça qui vous permet de savoir quand est-ce que vos disques durs seront pleins, donc c'est une donnée importante quand même. Bon, voilà. J'ai la réponse. Donc, ce qu'on voulait aussi rendre observable dans le logiciel, c'est permettre un retour sur le passé.
C'est assez simple de savoir combien il reste aujourd'hui, mais pour pouvoir tracer une droite et savoir quand est-ce que ce sera plein, c'est mieux d'avoir plusieurs points, de savoir combien on avait de libre le mois dernier, combien on a de libre aujourd'hui, et du coup ça peut donner une idée de quand est-ce qu'il faudra planifier de l'ajout de capacité et éviter les problèmes. Donc ça permet aussi d'anticiper. Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur du logiciel pour vous aider à avoir toute cette visibilité et à anticiper ? On a tout d'abord fait pas mal de modifs au niveau du logiciel pour qu'il expose toute une série de métriques. Donc je vais vous dire, qui sont de différents types. Donc on peut avoir des compteurs par exemple, le nombre de mails qui sont livrés, des jauges qui vont être une valeur instantanée, le nombre de connexions actives à un certain système, le nombre d'Outlook en train de tourner, le nombre de Thunderbird, tout ce genre de choses. On peut avoir des timers, des chronomètres qui vont vous donner le temps de livraison d'un mail. En quoi c'est important le temps de livraison d'un mail? Ça vous permet par exemple d'évaluer combien de temps vous passez à faire votre traitement antivirus, votre traitement anti-spam. Est-ce que les délais qui vous semblent arriver dans la messagerie sont causés par une des briques que vous avez déployées. Donc on a besoin de mesurer ce genre de choses. Et enfin des données de type distribution pour savoir si vous recevez plutôt des mails inférieurs à 1 méga, si la moyenne de vos mails, s'ils sont plutôt dans la gamme 2 mégas, 10 mégas. Voilà. Pour arriver à faire ça, on a complété le produit Bluemind en intégrant une stack open source de monitoring qui s'appelle TIC, donc, qui viennent des initiales des différents composants de cette stack. Donc on a Telegraph qui s'occupe de récupérer les métriques toutes les 10 secondes, InfluxDB qui va s'occuper de les stocker avec leurs valeurs, Chronograph qui va vous permettre d'avoir quand même un retour visuel, de pouvoir inspecter ces métriques, les visualiser dans le temps. Et enfin, un dernier composant qui est sûrement le plus important, Capacitor, qui les analyse en continu, ces métriques, pour vous faire un retour. Donc si je vous donne un exemple, non, je ne vais pas vous donner l'exemple de l'espace disque, évidemment on le fait, mais celui-là il est très simple. On va parler d'un autre exemple, parce que la plupart de nos installations sont toujours virtualisées. Et il y a une donnée qui est souvent méconnue, c'est ce qu'on appelle le stolen time. On va dire, ça sert à mesurer en fait l'impact de votre virtualisation, ou plutôt l'impact des applications qui tournent à côté de la messagerie sur votre messagerie. Et c'est très important de savoir que votre messagerie, elle tourne au ralenti, parce que vous avez la sauvegarde de l'ERP qui est en train de fonctionner et qui est sur le même hyperviseur. Donc ça, c'est un exemple de métrique qu'on a intégré au niveau du produit, sur lequel on va pouvoir mesurer et vérifier que la virtualisation en dessous est saine. Donc pour faire ça, on s'intègre soit au niveau système sur des virtualisations KVM, QEMU, soit au niveau des VMware Tools sur des virtualisations VMware. Enfin, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces métriques ? Le but de ces métriques, c'est d'avoir du feedback, d'anticiper des choses. Et il y a sûrement des problèmes qui peuvent se résoudre tout seuls. On veut diminuer le temps d'indisponibilité et on veut essayer d'apporter un maximum de réponses automatisées pour simplifier le travail aux administrateurs. Donc on a un composant qui fait une analyse continue de ces métriques et sur lequel, à l'intérieur du logiciel Bluemind, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, on peut mettre beaucoup de plugins dans le logiciel Bluemind, on peut programmer des réponses à ces alertes. Ces réponses, on en a déjà toute une partie qui sont déjà mises en place, des réponses automatisées. Ça peut être des redémarrages de certains services. Par exemple, si on détecte un crash sur la partie qui traite la mobilité, un serveur Bluemind 4 va s'occuper de redémarrer tout seul toute la partie qui gère la mobilité. On peut répartir des données si on a besoin. Par exemple, on a des index plein texte sur les mails pour faire la recherche dans les pièces jointes. Ils fonctionnent mieux quand ils sont plus découpés, soit sur plusieurs machines, soit sur plusieurs charts. Donc ça, ce redécoupage des index pour assurer la performance des index de recherche, celui-là, il est automatique et il est piloté en fait par le retour qu'on obtient des métriques. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble du coup dans la partie du logiciel qui s'appelle Chronograph et qui est la partie visuelle qui permet de voir les différentes métriques. Donc sur la page d'accueil de Chronograph, on a un écran d'accueil qui va nous récapituler sur les derniers jours, donc on voit bien le retour sur le passé, le nombre d'alertes
qu'on a reçu. Alors pour faire cette démonstration, j'ai pas pris une petite machine virtuelle de démo, j'ai pris l'installation d'un grand client qui est dans la salle, qui a à peu près 20 000 boîtes aux lettres, pour avoir des données un peu conséquentes sur la supervision. Donc ils ont quelques alertes, hein. Heureusement, c'est des warnings. Donc on peut constater le nombre d'alertes quotidiennes. Pour chaque alerte, on peut savoir à quel moment est-ce qu'elle s'est automatiquement résolue, de quelle machine elle vient, à quelle heure elle s'est produite. On va avoir une vision de l'infrastructure vue par le monitoring avec la liste des machines qui composent l'infrastructure. Donc c'est une grosse infrastructure, celle-là, avec 8 machines qui sont toutes dans un état sain. On voit qu'on a une charge assez faible pour une installation avec autant de comptes. On peut aller inspecter une machine, où là on va aller avoir des données système, mais sur une machine, c'est pas très intéressant. Ce qu'on veut, c'est avoir plutôt une vision globale de tout le flux de messagerie. Donc on a rajouté des tableaux de bord, des dashboards, où il y en a toute une partie qui sont livrés avec le logiciel et certains qu'on peut se créer à la volée pour aller analyser nos métriques. Donc si je regarde le tableau de bord par exemple qu'on a dédié au mail, donc, il va m'afficher le nombre de mails qui sont entrés dans l'organisation sur les 2 derniers jours. Donc oui, ils ont beaucoup de mailing lists sur cette installation. Donc on a 1 million, quasiment 2 millions d'emails en fait, qui ont transité par les serveurs de messagerie en mail entrant et 67 000 mails qui sont sortis de l'infra sur les 2 derniers jours. On peut changer la plage de temps qu'on est en train d'inspecter. Si je regarde sur une plage de temps plus courte, voilà. Sur les 6 dernières heures, il y a 840 000 emails différents, enfin destinataires différents qui ont été de l'organisation qui ont été adressés. On voit la charge des différents serveurs, c'est-à-dire que contrairement aux premiers écrans où on voyait la liste des machines de l'infrastructure, qui n'est pas forcément très intéressante, là on va voir par exemple comment se répartissent les différents utilisateurs sur les backends de messagerie. Donc on a la messagerie qui est éclatée ici sur 3 backends de messagerie. On a en tout, en permanence, en journée, de l'ordre de 7000 connexions simultanées, et on voit qu'elles sont réparties à peu près équitablement sur les différents backends. Sur tout ça, on vient paramétrer du coup des alertes. C'est ça la partie capacitor dont je vous parlais. On vient mettre en place, le produit BlueMind en fait s'occupe de configurer cette stack. Vous n'avez pas besoin d'aller configurer tout ça. Tous ces mécanismes d'alerte, ils sont ajoutés automatiquement. Par exemple, celui-là, celui que j'ai surligné, sert à contrôler en permanence l'espace disque restant pour les index Elasticsearch, parce que ce n'est pas un produit qui supporte très bien quand il manque d'espace. Donc on a une alerte spécifique sur chacun des composants, on sait où est-ce qu'il stocke ses données, et à chaque fois on surveille spécifiquement cette zone pour remonter une alerte bien spécifique, pour dire ce sous-composant de BlueMind, son problème c'est l'espace disque, et ça s'est produit à tel moment. Ces alertes, elles remontent directement vers le cœur du logiciel BlueMind pour qu'ensuite on puisse s'interfacer et y apporter des traitements. Comme je vous disais, on livre des dashboards, mais surtout, on enregistre beaucoup plus de données que ce qu'on présente dans les quelques dashboards qu'on livre. Par exemple, on a créé ce dashboard spécifiquement sur cette infrastructure-là, parce qu'on avait besoin de résoudre un problème sur la gestion des téléphones mobiles sur leur infrastructure. Il y a à peu près 5000 téléphones mobiles connectés à cette infrastructure-là, et donc on avait fait un dashboard spécifique pour essayer d'analyser les problèmes qu'on rencontrait avec les téléphones mobiles et donc mettre en corrélation la charge des serveurs qui s'occupent des téléphones mobiles avec le nombre de requêtes qui sont rejetées par nos serveurs d'API. Voilà. C'est ce genre de travail que ça permet de faire aux équipes de support et à nos partenaires pour analyser les problèmes et les analyser a posteriori, c'est-à-dire quand le problème n'est peut-être plus présent parce que tout a déjà été relancé. Mais on peut savoir qu'est-ce qui se passait dans les différents composants à ce moment-là. Merci. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait concernant le monitoring.
Alors, ouais, on est un peu short en timing. Donc, juste le temps que Mehdi s'installe pour vous parler de la gestion des données, de l'archivage. On peut prendre une ou deux questions le temps de faire le switch. Écoute, cette fois, tu as été super clair. Hein, l'archivage, le monitoring. Ah si, pardon. Bah, Mehdi, tu vas être demandé. Oui. J'avais une question concernant les diffusions générales. C'est-à-dire que comme toutes les entités, j'imagine, on doit diffuser régulièrement des mails à l'ensemble des agents pour répondre aux demandes des directions, des services, pour publier de l'information. Donc nous avions mis un système dernièrement en place qui consistait à envoyer un seul mail dans un dossier partagé pour essayer de minimiser les flux, les envois, les stockages et aussi les perditions des mails dans des listes où on ne retrouve pas forcément l'information. Maintenant, on nous a demandé de remettre en place ce service parce que ce n'était pas forcément suffisamment visible et on voulait savoir un petit peu vos préconisations concernant les diffusions générales, sachant que nous, on a 2000 boîtes en production. Pour l'envoi de mailing list. Alors là, sur l'infrastructure que je vous ai présentée, c'est fait avec un gestionnaire de mailing list dédié, donc qui est paramétré pour fonctionner de concert avec le Bluemind, mais c'est un logiciel sympa qui est utilisé. C'est pour ça que ça fait aussi beaucoup de réception d'emails, parce que quand il veut adresser toute la population de 20 000, peut-être 25 000, toute la population d'utilisateurs, il découpe à chaque fois en paquets de... Il envoie à 32, puis 32, puis 32, puis 32, ce qui décharge un peu les serveurs de messagerie. Voilà. Souvent, la liste all, c'est souvent mieux de la gérer avec un système de mailing list pour gérer aussi l'aspect modération. Tout le monde ne peut pas répondre à l'email. Vous n'avez pas envie que quelqu'un fasse un répondre à tous. Alors, on a une API pour les alertes visuelles dans l'interface. On l'utilise par exemple pour quand votre souscription va arriver à expiration, pour vous dire que, attention, il va falloir penser à renouveler la souscription. Voilà, il y a des bandeaux d'alerte comme ça qui sont possibles. C'est programmable. On peut programmer des alertes. Après, pour les maintenances, il y a une page de maintenance dédiée qui s'affiche au niveau des logiciels. On gère le cas de la maintenance sur nos différents composants pour faire des réponses appropriées quand une partie de la messagerie est éteinte au téléphone mobile, pour éviter qu'il se resynchronise dès que la messagerie redevient disponible. Voilà, on fait déjà pas mal de choses au niveau de la maintenance. Aujourd'hui, ça peut ne se faire que par des API, le fait de faire pousser un bandeau. Par contre, l'appli signature que vous a présenté Mehdi peut servir pour rajouter dans les mails aux agents pour dire attention, une maintenance est prévue et annoncer au bon moment la maintenance planifiée. Ok, merci. Donc Mehdi, tu as la parole. Allez, j'ai un peu la pression de Leslie, donc je vais essayer d'être assez rapide et essayer d'être clair en même temps. Va pas être ni l'un ni l'autre ne sont mes forts, donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous parler de deux ajouts qui arrivent avec la 4.0, qui concernent particulièrement les données et le stockage. Du coup, je vais vous présenter en premier les aspects stockage. Pour ceux qui sont avec nous depuis pas mal de temps, jusqu'à la version 3.0 de Bluemind, on travaillait sur un schéma de base de données assez classique qu'on appelle un schéma relationnel, qui a pour caractéristique de venir éclater les données sur énormément de tables, beaucoup de tables, et de lier ces données entre elles. Ici, par exemple, on prend un exemple d'un rendez-vous. Un rendez-vous va avoir des participants. Les participants vont être sur une table séparée. Il va avoir, par exemple, des exceptions de récurrence. Lorsqu'on a un rendez-vous qui a lieu tous les jours, ça va être sur une autre table. On va avoir des états de participation qui vont être sur une autre table. Tout ça pour arriver à un rendez-vous qui va être éclaté sur 5 tables différentes, toutes ces tables étant étroitement liées entre elles. Et chaque modification sur une de ces tables va venir avoir des répercussions
sur les autres tables. En 3.5, Thomas vous l'a un peu présenté, pour être au plus près du modèle Outlook, on a complètement dénormalisé ce schéma. Quel était l'objectif d'avoir fait ça? C'est de venir prendre toutes ces données qui étaient éclatées sur une table, sur plusieurs tables, et de venir les regrouper pour les mettre toutes ensemble. Il y a deux gros intérêts à ça. Le premier, c'est un intérêt de performance. On va venir chercher les données à un seul endroit et du coup les avoir au plus près de l'endroit où on veut les lire. Mais surtout, le deuxième gros intérêt, c'est de rendre ces données autonomes. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir modifier ce rendez-vous, on n'a pas d'impact en dehors de ces données-là. Alors nous, on a appelé ça dans Bluemind le stockage container. Il faut imaginer ça un peu comme des dossiers. C'est-à-dire que à partir de la 3.5, vos données, votre calendrier, votre carnet d'adresses, va être comme un dossier dans lequel vous allez avoir des fichiers qui vont contenir les données. Et lorsque vous allez faire une modification à l'intérieur de ce dossier, ça n'aura pas d'impact sur les dossiers qui sont à côté. Et vous, en tant qu'utilisateur de Bluemind, vous avez tout un tas de dossiers qui vont être associés à votre profil. Vos dossiers de calendrier, un dossier par calendrier, vos dossiers de carnet d'adresses, un dossier par carnet d'adresses, etc., les tâches, tout ça. Et vous allez avoir des dossiers qui vont être partagés à l'ensemble de vos utilisateurs, votre annuaire d'entreprise, qui est un dossier qui est partagé, les calendriers globaux. Au-delà de l'aspect performance et de pouvoir permettre aux API de venir modifier les données beaucoup plus simplement sans avoir peur d'avoir des effets de bord sur les données qui sont à côté, l'autre gros intérêt que va apporter cette dénormalisation, c'est ce qu'on a amené en 4.0, c'est-à-dire de pouvoir venir prendre ces dossiers, tous les dossiers de votre utilisateur, et de pouvoir les déplacer sur des serveurs différents. Vous avez une population de N utilisateurs, vous avez un serveur, et puis vous grossissez, vous avez vos utilisateurs qui arrivent. De manière transparente, vous allez pouvoir venir rajouter un nouveau serveur et venir prendre tous les nouveaux utilisateurs et venir déplacer toutes leurs données sur ce nouveau serveur. Comme vous l'avez dit Thomas tout à l'heure, on a également associé aux données utilisateurs calendrier contact, c'est nouveau en 4.0, les aspects mail. C'est-à-dire que maintenant, en plus d'avoir ces données contact, calendrier qui vont être déplacés avec ces autres dossiers, il va y avoir également ces mails. Ce qui fait que l'intégralité des données de l'utilisateur vont être contenues sur un seul serveur. L'utilisateur va venir faire référence à l'annuaire central pour venir se connecter ou pour venir chercher les données qui sont partagées. Et ensuite, il va venir se connecter sur son back-end pour pouvoir récupérer ses données personnelles. Alors, qu'est-ce que ça permet d'avoir ce format-là? Ça permet évidemment l'élasticité de votre architecture. Vous pouvez venir agrandir votre architecture de manière totalement scalable, de manière transparente, et au fur et à mesure où votre organisation va évoluer. Et c'est également compatible avec ce qu'on appelle le stockage objet, dont vous parlera un peu Thomas cet après-midi, qui justement a comme propriété de vouloir des données qui ne sont pas liées entre elles. Alors le deuxième point dont je vais vous parler, et encore une fois je vais essayer de faire vite, c'est l'archivage, le HSM comme on l'appelle nous chez Bluemind, Hierarchical Stockage Management, gestion hiérarchique du stockage. Quelle est l'idée de cette fonctionnalité, qui était déjà présente en 3.5 et même en 3.0 dans Bluemind? C'est de permettre à l'administrateur de dire, à partir de les mails qui ont plus d'un certain âge, ils vont être stockés sur un stockage différent. Vous allez avoir une baie de disque pour vos mails, qui va vous coûter extrêmement cher, parce que vous voulez avoir un stockage rapide. Mais les mails qui sont consultés, parce qu'ils ont plus de 1 an par exemple, quasiment jamais par les utilisateurs, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à venir les stocker sur une baie de disque très chère. Et du coup, vous allez pouvoir venir déplacer ces mails sur une baie de disque, peut-être un peu moins chère, peut-être un peu plus lente à l'accès, mais du coup, ça va répondre tout de même aux besoins de l'utilisateur. En 4.0, on est venu améliorer ce système-là pour y rajouter tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, le support natif de tous les clients. En 3.5, il vous fallait un add-on pour venir consulter ces mails qui étaient archivés parce qu'ils étaient stockés sur un serveur distant dans un format qui était spécifique. Et seuls les clients qui avaient le plugin qu'on avait développé pouvaient lire ces mails. Ce n'est plus le cas en 4.0. Vous pourrez venir consulter vos mails autant avec Thunderbird, le webmail ou Outlook comme vous pouviez le faire en 3.5, mais également sur les téléphones mobiles, sur Apple Mail par exemple. Voilà. Autre fonctionnalité, l'archivage sur les boîtes partagées. C'était quelque chose qui n'était pas possible avant. À présent, les mails dans les boîtes à lettres partagées pourront être archivés également.
Ça a aussi activé une fonctionnalité que vous connaissez peut-être, qui est la corbeille à double fond. Le fait de pouvoir supprimer un mail, le mail est supprimé pour l'utilisateur, mais il peut quand même, pendant une période de temps, venir annuler cette suppression pour récupérer ces mails qui sont normalement supprimés. Et enfin, une dernière fonctionnalité, qui est qu'en plus du fait de pouvoir dire « je veux archiver tous les mails qui ont plus de 300 jours », vous allez également pouvoir dire « tous les mails qui font plus de 10 mégas vont être automatiquement déplacés vers ce stockage qui est moins cher pour pouvoir économiser de la place ». À savoir que pour l'utilisateur, un mail qui est archivé et un mail qui n'est pas archivé, c'est complètement transparent. C'est-à-dire c'est uniquement au niveau serveur la vitesse d'accès des disques qui pourrait être un peu différente et du coup la récupération du mail qui pourrait être un peu plus lente. Voilà. Et oui, sur les quotas, non, ça n'a pas d'impact. Alors, je vais laisser la question. Merci. Alors, on va changer encore une fois de PC. Donc, si on peut prendre une question, le temps qu'on fasse le switch. Voilà. Alors, sur les quotas, en fait, là, actuellement, on a un seul quota pour l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonctionnalité qui est à destination pour l'administration système. Et du coup, l'utilisateur va conserver un seul quota. Nous, après, on est en train de réfléchir au fait de distinguer les quotas, de permettre à vos administrateurs système de donner un quota de mail, on va dire premium, sur une baie de disque, votre baie de disque rapide, et du coup un deuxième quota, qui sera plus élevé peut-être, sur cette deuxième baie de disque qui permet l'archivage.